époque géologique, après les dernières convulsions du sol, ou de constructions dues à la main de l'homme, sur lesquelles a passé le souffle du temps, l'aspect est à peu près semblable lorsqu'on les observe à quelques milles de distance. Ce qui est pierre brute et ce qui a été pierre travaillée, tout cela se confond aisément, de loin, même couleur, même linéament, même déviation des lignes dans la perspective, même uniformité de teinte sous la patine grisâtre des siècles. Il en était ainsi du bout, autrement dit, du château des Carpates. En reconnaître les formes indécises sur ce plateau d'Orcal qu'il couronne à la gauche du col du Vulcan n'eût pas été possible. Il ne se détache point en relief de l'arrière-plan des montagnes. Ce que l'on est tenté de prendre pour un donjon n'est peut-être qu'un morne pierreux. Qui le regarde croit apercevoir les créneaux d'une courtine où il n'y a peut-être qu'une crête rocheuse. Cet ensemble est vague, flottant, incertain. Aussi, à en croire divers touristes, le château des Carpates n'existe-t-il que dans l'imagination des gens du comitat. Évidemment, le moyen le plus simple de s'en assurer serait de faire prix avec un guide de Vulcan ou de Verst, de remonter le défilé, de gravir la croupe, de visiter l'ensemble de ses constructions. Seulement un guide, c'est encore moins commode à trouver que le chemin qui mène au bourg. En ce pays des deux îles, personne ne consentirait à conduire un voyageur, et pour n'importe quelle rémunération, au château des Carpates. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'on aurait pu apercevoir de cette antique demeure dans le champ d'une lunette plus puissante et mieux centrée que l'instrument de pacotille acheté par le berger Frick pour le compte de maître Koltz. À 800 ou 900 pieds en arrière du col de Vulcan, une enceinte couleur de grès, lambrissée d'un fouillis de plantes lapidaires et qui s'arrondit sur une périphérie de 4 à 500 toises en épousant les dénivellations du plateau. À chaque extrémité, 2 bastions d'angle, dont celui de droite sur lequel poussait le fameux hêtre, est encore surmonté d'une maigre échauguette ou guérite à toit pointu. À gauche, quelques pans de murs étayés de contreforts ajourés, supportant le campanile d'une chapelle, dont la cloche fêlée se met en branle par les fortes bourrasques au grand effroi des gens de la contrée. Au milieu, enfin, couronné de sa plateforme à créneaux, un lourd donjon, à 3 rangs de fenêtres maillées de plomb, et dont le premier étage est entouré d'une terrasse circulaire. Sur la plateforme, une longue tige métallique, agrémentée du virelet féodal, sorte de girouette soudée par la rouille, et qu'un dernier coup de galerne avait fixé au sud-est. Quant à ce que renfermait cette enceinte, rompue en maint endroit, s'il existait quelque bâtiment habitable à l'intérieur, si un pont-levis et une poterne permettaient d'y pénétrer, on l'ignorait depuis nombre d'années. En réalité, bien que le château des Carpates fût mieux conservé qu'il en avait l'air, une contagieuse épouvante, doublée de superstition, le protégeait non moins que l'avaient pu faire autrefois ses basiliques, ses sautereaux, ses bombardes, ses coulevrines, ses taux noirs et autres engins d'artillerie des vieux siècles. Et pourtant, le château des Carpates eût valu la peine d'être visité par les touristes et les antiquaires. Sa situation à la crête du plateau d'Orcal
est exceptionnellement belle. De la plateforme supérieure du donjon, la vue s'étend jusqu'à l'extrême limite des montagnes. En arrière ondule la haute chaîne, si capricieusement ramifiée, qui marque la frontière de la Valachie. En avant se creuse le sinueux défilé de vulcans, seule route praticable entre les provinces limitrophes. Au-delà de la vallée des Deux Cils, surgissent les bourgs de Livatzel, de Launière, de Petrocénie, de Pétria, groupés à l'orifice des puits qui servent à l'exploitation de ce riche bassin houillé. Puis, au dernier plan, c'est un admirable chevauchement de croupes, boisées à leur base, verdoyantes à leurs flancs, arides à leur cime, que dominent les sommets abrupts du Retiesa et du Parik. Enfin, plus loin que la vallée du Hatzeg et le cours du Maros, apparaissent les lointains profils noyés de brume des Alpes de la Transylvanie centrale. Au fond de cet entonnoir, la dépression du sol formait autrefois un lac dans lequel s'absorbaient les Deux Cils, avant d'avoir trouvé passage à travers la chaîne. Maintenant, cette dépression n'est plus qu'un charbonnage avec ses inconvénients et ses avantages. Les hautes cheminées de briques se mêlent aux ramures des peupliers, des sapins et des hêtres. Les fumées noirâtres vacillèrent, saturées jadis du parfum des arbres fruitiers et des fleurs. Toutefois, à l'époque où se passe cette histoire, bien que l'industrie tienne ce district minier sous sa main de fer, il n'a rien perdu du caractère sauvage qu'il doit à la nature. Le château des Carpates date du XIIe ou du XIIIe siècle. En ce temps-là, sous la domination des chefs ou voïvodes, monastères, églises, palais, châteaux se fortifiaient avec autant de soin que les bourgades ou les villages. Seigneurs et paysans avaient à se garantir contre des agressions de toutes sortes. Cet état de choses explique pourquoi l'antique courtine du bourg, ses bastions et son donjon lui donnent l'aspect d'une construction féodale prête à la défensive. Quel architecte l'a édifié sur ce plateau, à cette hauteur? On l'ignore, et cet audacieux artiste est inconnu, à moins que ce soit le roumain Manoli, si glorieusement chanté dans les légendes valaques, et qui bâtit à Cureté d'Argis le célèbre château de Rodolphe le Noir. Qu'il y ait des doutes sur l'architecte, il n'y en a aucun sur la famille qui possédait ce bourg. Les barons de Gortz étaient seigneurs du pays depuis un temps immémorial. Ils furent mêlés à toutes ces guerres qui ensanglantèrent les provinces transylvaines. Ils luttèrent contre les Hongrois, les Saxons, les Éclairs. Leur nom figure dans les Cantis, les Doïnes, où se perpétue le souvenir de ces désastreuses périodes. Ils avaient pour devise le fameux proverbe valaque Dape Maorte, donne jusqu'à la mort. Et ils répandirent leur sang pour la cause de l'indépendance, ce sang qui leur venait des Roumains, leurs ancêtres. On le sait, tant d'efforts, de dévouement, de sacrifices n'ont abouti qu'à réduire à la plus indigne oppression les descendants de cette vaillante race. Elle n'a plus d'existence politique. 3 talons l'ont écrasée, mais ils ne désespèrent pas de secouer le joug ces valaques de la Transylvanie. L'avenir leur appartient, et c'est avec une confiance inébranlable qu'ils répètent ces mots dans lesquels se concentrent toutes leurs aspirations. Roman on pere. Le roumain ne saurait périr. Vers le milieu du XIXe siècle, le dernier représentant des seigneurs de Gortz était le baron Rodolphe. Né au château des Carpates,
il avait vu sa famille s'éteindre autour de lui pendant les premiers temps de sa jeunesse. À 22 ans, il se trouva seul au monde. Tous les siens étaient tombés d'année en année, comme ces branches du hêtre séculaire auxquelles la superstition populaire rattachait l'existence même du bourg. Sans parents, on peut même dire sans amis. Que ferait le baron Rodolphe pour occuper les loisirs de cette monotone solitude que la mort avait faite autour de lui? Quels étaient ses goûts, ses instincts, ses aptitudes? On ne lui en reconnaissait guère, si ce n'est une irrésistible passion pour la musique, surtout pour le chant des grands artistes de cette époque. Dès lors, abandonnant le château déjà fort délabré aux soins de quelques vieux serviteurs, un jour, il disparut. Et ce qu'on apprit plus tard, c'est qu'il consacrait sa fortune, qui était assez considérable, à parcourir les principaux centres lyriques de l'Europe, les théâtres de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, où il pouvait satisfaire à ses insatiables fantaisies de dilettante. Était-ce un excentrique, pour ne pas dire un maniaque? La bizarrerie de son existence donnait lieu de le croire. Cependant, le souvenir du pays était resté profondément gravé dans le cœur du jeune baron de Gortz. Il n'avait pas oublié la patrie transylvaine au cours de ses lointaines pérégrinations. Aussi revint-il prendre part à l'une des sanglantes révoltes des paysans roumains contre l'oppression hongroise. Les descendants des anciens Daces furent vaincus et leur territoire échut en partage aux vainqueurs. C'est à la suite de cette défaite que le baron Rodolphe quitta définitivement le château des Carpates, dont certaines parties tombaient déjà en ruine. La mort ne tarda pas à priver le bourg de ses derniers serviteurs, et il fut totalement délaissé. Quant au baron de Gortz, le bruit courut qu'il s'était patriotiquement joint au fameux Rossas Sándor, un ancien détrousseur de grande route, dont la guerre de l'indépendance avait fait un héros de drame. Par bonheur pour lui, après l'issue de la lutte, Rodolphe de Gortz s'était séparé de la bande du compromettant Pétiard, et il fit sagement, car l'ancien brigand, redevenu chef de voleurs, finit par tomber entre les mains de la police, qui se contenta de l'enfermer dans la prison de Zamość-Ouivar. Néanmoins, une version fut généralement admise chez les gens du comitat, à savoir que le baron Rodolphe avait été tué pendant une rencontre de Rossas Sándor avec les douaniers de la frontière. Il n'en était rien, bien que le baron de Gortz ne se fût jamais remontré au bourg depuis cette époque et que sa mort ne fit doute pour personne. Mais il est prudent de n'accepter que sous réserve les on-dit de cette crédule population. Château abandonné, château hanté, château visionné. Les vives et ardentes imaginations l'ont bientôt peuplé de fantômes. Les revenants y apparaissent, les esprits y reviennent aux heures de la nuit. Ainsi se passent encore les choses au milieu de certaines contrées superstitieuses de l'Europe, et la Transylvanie peut prétendre au premier rang parmi elles. Du reste, comment ce village de Vest eût-il pu rompre avec les croyances au surnaturel? Le pope et le magister, celui-ci chargé de l'éducation des enfants, celui-là dirigeant la religion des fidèles, enseignaient ces fables d'autant plus franchement qu'ils y croyaient bel et bien. Ils affirmaient, avec preuve à l'appui, que les loups-garous courent la campagne, que les vampires, appelés striges, parce qu'ils poussent des cris de strigie, s'abreuvent de sang humain, que les staphies errent à travers les ruines et deviennent malfaisants si on oublie de leur porter chaque soir le boire et le manger. Il y a des fées, des papes, qu'il faut se garder de rencontrer le mardi ou le vendredi, les deux plus mauvais jours de la semaine.
Aventurez-vous donc dans les profondeurs de ces forêts du Comitat, forêts enchantées où se cachent les baloris, ces dragons gigantesques dont les mâchoires se distendent jusqu'aux nuages, les zmeilles aux ailes démesurées qui enlèvent les filles de sang royal et même celles de moindre lignée lorsqu'elles sont jolies. Voilà nombre de monstres redoutables, semble-t-il. Et quel est le bon génie que leur oppose l'imaginaire populaire? Nul autre que le serpi des casas, le serpent du foyer domestique qui vit familièrement au fond de l'âtre et dont le paysan achète l'influence salutaire en le nourrissant de son meilleur lait. Or, si jamais Bourg fut aménagé pour servir de refuge aux hôtes de cette mythologie roumaine, n'est-ce pas le château des Carpates? Sur ce plateau isolé, qui est inaccessible excepté par la gauche du col de Vulcan, il n'était pas douteux qu'il abritât des dragons, des fées, des striges, peut-être aussi quelques revenants de la famille des barons de Gortz. De là une réputation de mauvais aloi très justifiée, disait-on. Quant à se hasarder à le visiter, personne n'y eût songé. Il répandait autour de lui une épouvante épidémique, comme un marais insalubre répand des miasmes pestilentiels. Rien qu'à s'en rapprocher d'un quart de mille, c'eût été risquer sa vie en ce monde et son salut dans l'autre. Cela s'apprenait couramment à l'école du magistère Hermod. Toutefois, cet état de choses devait prendre fin dès qu'il ne resterait plus une pierre de l'antique forteresse des barons de Gortz. Et c'est ici qu'intervenait la légende, d'après les plus autorisés notables de Verst. L'existence du bourg était liée à celle du vieux hêtre, dont la ramure grimaçait sur le bastion d'angle situé à droite de la courtine. Depuis le départ de Rodolphe de Gortz, les gens du village, et plus particulièrement le pâtour Frick, l'avaient observé. Ce hêtre perdait chaque année une de ses maîtresses branches. On en comptait 18 à son enfourchure, lorsque le baron Rodolphe fut aperçu pour la dernière fois sur la plateforme du donjon. Et l'arbre n'en avait plus que 3 pour le présent. Or, chaque branche tombée, c'était une année de retranché à l'existence du bourg. La chute de la dernière amènerait son anéantissement définitif. Et alors, sur le plateau d'Orgal, on chercherait vainement les restes du château des Carpates. En réalité, ce n'était là qu'une de ces légendes qui prennent volontiers naissance dans les imaginations roumaines. Et d'abord, ce vieux être s'amputait-il chaque année d'une de ses branches? Cela n'était rien moins que prouvé, bien que Frick n'hésitât pas à l'affirmer, lui qui ne le perdait pas de vue pendant que son troupeau paissait les pâtis de la Sille. Néanmoins, et quoique Frick fût sujet à caution, pour le dernier paysan comme pour le premier magistrat de Verst, nul doute que le bourg n'eut plus que 3 ans à vivre, puisqu'on ne comptait plus que 3 branches au hêtre tutélaire. Le berger s'était donc mis en mesure de reprendre le chemin du village pour y rapporter cette grosse nouvelle lorsque se produisit l'incident de la lunette. Grosse nouvelle, très grosse en effet. Une fumée apparut au faîte du donjon. Ce que ses yeux n'auraient pu apercevoir, Frick l'a distinctement vu avec l'instrument du colporteur. Ce n'est point une vapeur, c'est une fumée qui va se confondre avec les nuages. Et pourtant, le bourg est abandonné. Depuis bien longtemps, personne n'a franchi sa poterne qui est fermée sans doute, ni le pont-levis qui est certainement relevé. S'il est habité, il ne peut l'être que par des êtres surnaturels. Mais à quel propos des esprits auraient-ils fait du feu dans un des appartements du donjon? Est-ce un feu de chambre? Est-ce un feu de cuisine? Voilà qui est véritablement inexplicable. Frick hâtait ses bêtes vers leur étable. À sa voix, les chiens harcelaient le troupeau sur le chemin montant,
dont la poussière se rabattait avec l'humidité du soir. Quelques paysans attardés aux cultures le saluèrent en passant, et c'est à peine s'il répondit à leur politesse. De là, réelle inquiétude, car si l'on veut éviter les maléfices, il ne suffit pas de donner le bonjour au berger, il faut encore qu'il vous le rende. Mais Frigg, qui paraissait peu enclin avec ses yeux hagards, son attitude singulière, ses gestes désordonnés. Les loups et les ours lui auraient enlevé la moitié de ses moutons qui n'auraient pas été plus défaits. De quelle mauvaise nouvelle fallait-il qu'il fût porteur? Le premier qui l'apprit fut le juge Cols. Du plus loin qu'il l'aperçut, Frigg lui cria « Le feu est au bourg, notre maître !»« Que dis-tu là, Frigg ?»« Je dis ce qui est. »« Est-ce que tu es devenu fou ?» En effet, comment un incendie pouvait-il s'attaquer à ce vieil amoncellement de pierres? Autant admettre que le Négoï, la plus haute cime des Carpates, était dévoré par les flammes. Ce n'eût pas été plus absurde. « Tu prétends, Frigg, tu prétends que le bourg brûle, répéta maître Cols. S'il ne brûle pas, il fume. C'est quelque vapeur. Non, c'est une fumée, venez voir. Et tous deux se dirigèrent vers le milieu de la grande rue du village, au bord d'une terrasse dominant les ravins du col, de laquelle on pouvait distinguer le château. Une fois là, Frigg tendit la lunette à maître Cols. Évidemment, l'usage de cet instrument ne lui était pas plus connu qu'à son berger. « Qu'est-ce cela ?» dit-il. « Une machine que je vous ai achetée 2 florins, mon maître, et qui en vaut bien 4. À qui? À un colporteur. Et pour quoi faire? Ajustez cela à votre œil, visez le bourg en face, regardez et vous verrez. » Le juge braqua la lunette dans la direction du château et l'examina longuement. Oui, c'était une fumée qui se dégageait de l'une des cheminées du donjon. En ce moment déviée par la brise, elle rampait sur le flanc de la montagne. Une fumée, répéta maître Cols stupéfait. Cependant, Frigg et lui venaient d'être rejoints par Miriota et le forestier Nictec, qui étaient rentrés au logis depuis quelques instants. « À quoi cela sert-il » demanda le jeune homme en prenant la lunette. « À voir au loin, répondit le berger. Plaisantez-vous, Frigg ? Je plaisante si peu, forestier, qu'il y a 1 heure à peine j'ai pu vous reconnaître tandis que vous descendiez la route de Verse, vous et aussi... » Il n'acheva pas sa phrase. Miriota avait rougi en baissant ses jolis yeux. Au fait, pourtant, il n'est pas défendu à une honnête fille d'aller au-devant de son fiancé. Elle et lui, l'un après l'autre, prirent la fameuse lunette et la dirigèrent vers le bourg. Entre-temps, une demi-douzaine de voisins étaient arrivés sur la terrasse, et s'étant enquis du fait, ils se servirent tour à tour de l'instrument. Une fumée au bourg, dit l'un. Peut-être le teneur est-il tombé sur le donjon, fit observer l'autre. Est-ce qu'il a tonné? Demanda Cols en s'adressant à Frigg. Pas un coup depuis 8 jours, répondit le berger. Ces braves gens n'auraient pas été plus ahuris si on leur eût dit qu'une bouche de cratère venait de s'ouvrir au sommet du Retiesa pour livrer passage aux vapeurs sous